Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Questions contemporaines. Collection dirigée par J.P. Chagnolot. B. Péquignot et Desroland. Chômage, exclusion, globalisation. Jamais les questions contemporaines n'ont été aussi nombreuses et aussi complexes à appréhender. Le pari de la collection Questions contemporaines est d'offrir un espace de réflexion et de débat à tous ceux, chercheurs, militants ou praticiens, qui osent penser autrement, exprimer des idées neuves et ouvrir de nouvelles pistes à la réflexion collective. Derniers ouvrages parus. André Chagnon, Malades et médecins pour mieux se comprendre, eux et nous, 2011. Philippe Deloire, Et si la France disait oui à l'Europe, 2011. Jean Montagnier et Alain Aquilina, Violence, loi du silence, loi du plus fort, 2011. Dominique Ross, Économie et psychanalyse. Le progrès en question, 2011. Claude Obadia, Les Lumières en berne ? Réflexion sur un présent en peine d'avenir, 2011. Levant une Saldi, Le développement vu de Turquie, 2011. Maurice T. Machineau, Cette France qu'on ne peut plus aimer, 2011. Véronique WasyKula, RMI, Vous devez savoir, 2011. Antoine Brunet, Jean-Paul Guichard, L'impérialisme économique. La visée hégémonique de la Chine, 2011. Louis Romert, Le sursaut. Essai critique social et philosophique, 2011. Jean-Pierre Darré, De l'ère des révolutions à l'émancipation des intelligences, 2011. Jean-Pierre Lefebvre, Pour une sortie de crise positive, articuler la construction autogestionnaire avec le dépérissement de l'État, 2011. Jean-René Fontaine et Jean Levin, Logement aidé en France, comprendre pour décider, 2011. Marc Ville, Le Grand Paris 2010. Theuriet d'Irénie, Idéologie de construction du territoire 2010. Nostalgie romantique ou constat de déshérence ? Avant de rassembler ces quelques 3 années de commentaires architecturaux et urbains, j'ai été pris d'un doute. N'ai-je pas consacré trop de place à la démolition du quartier des Poètes à Pierrefitte ? Pour la simple raison que j'en avais été le constructeur ? Comme au Grand Paris qui me ramène à la première moitié de ma vie sur l'aval des bords de Seine ? J'ai donc résolu de feuilleter à la librairie du Moniteur livres récents et revus. Peut-être s'était-il passé cette année de par le vaste monde quelques résurrections qui m'aient échappé ? Découvrir un rien d'architecture est un des plaisirs les plus rafraîchissants qui soit, et on ne peut avoir raison seul contre tous quand bien même le statut d'imprécateur peut ne pas manquer de charme. Des milliers d'étudiants apprennent chaque année auprès de centaines de professeurs émérites l'architecture dans une vingtaine d'écoles, autant l'urbanisme dans une autre vingtaine d'instituts auprès d'autres centaines de professeurs émérites. Il est impossible que cet immense effort de l'intelligence nationale n'aboutisse à quelque impalpable floraison dans nos villes et nos campagnes. Un coup d'œil fugace depuis l'inextricable lacis des autoroutes ne révèle-t-il pas dans le tsumani de pavillons et de plots affligeants de médiocrité un bâtiment industriel joliment troussé dans son bardage métallique pimpant, voire une gentille audace formelle, façade décalée et bien percée, cylindre, escalier extérieur, chapeau à visière, etc. Un collège ne va-t-il témoigner par-ci par-là d'un attendrissant effort de faire moderne ou poste, au moyen du copier-coller des revues in ? N'a-t-on pas avancé un peu ? N'arrive-t-il pas que le paysage perde un peu de son insupportable vulgarité ? La culture diffuserait ainsi lentement par le biais patient de façades mieux fonctionnalistes, de dessins orthogonaux aux 2 dimensions un peu plus soignés, hérités du Corbusier ou de Mallet-Stevens. Un effeuillage rapide m'a comme chaque année consterné. Sans doute peut-on contester une méthode de sondage si peu rigoureuse, mais il est bien ingrat d'affliger son regard en restant en apnée dans l'horreur industrielle et mercantile, attitude aussi masochiste que de scruter la file de Renault Pigeot uniformément laide en sortie de chaîne comme au long des trottoirs. Dans les revues, en dehors de quelques parallélépipèdes de luxe qui contrastent avec des natures agrestes, la série épouvantablement rigide et pauvre des boîtes prolifère sur les 5 continents dans une morne répétition qui s'aggrave fatalement avec la densité des bâtiments. Force est de me replonger dans les eaux délétères de la vitupération, en dépit de la lassitude qu'elle finit par engendrer. Je veux me convaincre pourtant que l'architecture est une discipline autonome qui suit une histoire artistique propre,
sans être mécaniquement inféodé à l'économie et à la lutte des classes comme l'affirmait un peu simplement Engels au siècle avant-dernier dans son droit au logement. L'Europe capitaliste, démocratique et libérale sur tout son territoire, exhibe cependant de fortes différences sur la place et la valeur des architectures nationales entre la Scandinavie, l'Autriche d'une part et l'Allemagne, la France ou l'Italie de l'autre, au détriment de ces dernières. Comment expliquer la belle anomalie de Graz, où l'architecture tient une place considérable sinon comme une bizarrerie culturelle sur fond de patriotisme provincial, contre la prédominance viennoise. Idem pour les Basques ou les Catalans, quand bien même ils s'appuient moins sur la richesse de concepteurs compatriotes comme en Autriche Domenig, Siskovic, Kowalski, etc. À chacune de ces percées s'est déroulée une histoire autonome de la spécificité artistique. Une tradition s'est forgée qui a mieux résisté à la pression réductrice du bulldozer économique. En France même, le secouement de la tutelle archaïque et réactionnaire des prix de Rome qui épousait si bien la férocité profiteuse des Bouygues naissants, a suscité entre 1960 et 1981 une floraison féconde d'architecture inventive et vivante. Parent, Renaudy, Schein, Ley, Friedman, Gayustet, Kalugin, Simounet, puis Bouchkowska, Porot, Gaudin, Borel, Brunel et tant d'autres épousaient peu ou prou la vague de progrès social et culturel qui balayait la France. Rien à voir avec l'amas de fausses gloires et de rois tout nus du hit-parade contemporain de l'insignifiance, illustré par les scandaleux derniers Grands Prix formatés à l'IFA, les équerres du Moniteur, les sommaires d'AMC, les rubriques d'Edelman et les cours d'architecture, depuis 30 ans imperturbablement obséquieux au tout venant. Comme j'ai tenté de le dire dans « Faut-il brûler les HLM ?» L'Harmattan, 2008. La création architecturale est affrontée en première ligne aux deux hydres qui dévastent le pays et que les cohortes de mai 68 avaient si bien identifiées. Le mercantilisme capitaliste et la bureaucratie étatiste, instrument du premier qui lui ajoute ses propres tares parasitaires. La Sodeda 93, cette expérience d'écologie urbaine, le Linteau, 1999, que j'ai pu mener 20 ans en Seine-Saint-Denis pour les collectivités communistes, en soutenant la pointe de l'architecture créative du moment, notamment nombre de jeunes et valeureuses équipes, a dû combattre violemment ces deux fléaux. Nous n'avons pas toujours gagné, quand bien même le bilan, voire ci-après, témoigne de la possibilité de renverser absolument les tendances principales à l'étouffement, à la médiocrité de l'antiville dont parle Henri Lefebvre où la valeur d'échange efface toute valeur d'usage. Avec le soutien d'élus porté alors par une vague idéologique positive, elle a pu ouvrir à une urbanisation proxémique plutôt que prothétique qui décalque le système de stockage des humains sur la forme des réseaux de desserte de l'urbanisation, comme le dit joliment Françoise Choët. J'ai tenté de définir l'édification de la ville comme une triade dialectique entre le maçon, l'habitant et l'architecte, selon le poème d'Hundertwasser, qui sont devenus aujourd'hui les trois secteurs, de l'économie, de la politique et de la création. La théorie du chaos énonce qu'une contradiction ternaire n'a pas de solution linéaire. L'économie de marché toute puissante a en effet digéré les deux autres facteurs, résolvant ainsi la contradiction aporétique. En dehors de quelques objets de haut luxe, appuyés sur la CAO, le modèle imposé qu'on ne discute plus nulle part, est la boîte, laquelle permet le confort des dirigeants des très grosses entreprises et le profit maximum, fixé arbitrairement à 15% minimum, ce qui élimine toute fantaisie telle que la satisfaction des désirs sociaux ou esthétiques des simples gens mais garantit le gonflement exponentiel des bulles spéculatives jusqu'à L'. Explosion financière de 2008, dont la réplique ne saurait tarder. La publicité prend le relais pour asséner ses contre-vérités et faire prendre des vessies pour des lanternes et les bicoques de Borloo pour la quintessence créative. La boîte est sacrée incontournable par l'appareil productif, reprise par les appareils étatiques où la loi du moindre effort et de la logorée prime toujours. Empiler des boîtes est la règle intangible. La ville ainsi produite est faite de bars et de tours, tantôt alignés sur rue, tantôt plantés dans un no man's land sinistre, seule variante autorisée selon que vous êtes postmoderne ou néo-corbussien. Car le relais mercantile est également assuré au sein même des institutions de la création, véritable cheval de Troie du marché sans contrainte. Les écoles, les grands prix, les critiques pissent la même copie insipide, gomment toute aspérité conceptuelle, éradiquent toute résurgence de velléité créative par l'élimination mafieuse et le cumul des commandes. La publicité remplace le talent réel.
Objectif patiemment poursuivi, aujourd'hui atteint. Qu'aucun de ceux qui suivirent les traces fécondes des meilleurs créateurs des années 70 ne survive, qu'ils soient impitoyablement réduits en bouillie, laminés, éliminés, déchiquetés comme tendance, reconvertis dans l'apiculture, l'assistance au syndic, le commerce, le sacerdoce tiers-mondiste voire la psychologie des toutous. Comme ça n'est pas encore suffisant car du cadavre peut toujours surgir de nouvelles pousses, des spécialistes, Borloo, Dawn, ANRU, Brouwezek, etc., s'affairent donc à démolir systématiquement leur œuvre construite. Tout un réseau de promoteurs, d'examinateurs municipaux, de bureaux d'études d'urbanisme ou de technique surveille mêmement le droit imprescriptible des citoyens à la médiocrité normée, à l'absence de ville aimante. Devant la dégradation des conditions sociales résultant de l'inégalité galopante, ultime progrès. Les plans masse seront désormais soumis à l'appréciation des commissaires de police, ces critiques d'art à la subtilité sans égale. Tout ce qui n'est pas rectiligne, sans recoin, vertical et lisse doit être éliminé parce que cela gêne la charge des CRS contre les exclus. Est ainsi gommé à peu près tout ce qui fait qu'il puisse y avoir architecture. La surveillance panoptique est reine. Rien de bien nouveau. La bureaucratie inventée pour contrer les excès de la prédation marchande s'entend comme larron en foire avec cette dernière pour partager le gâteau. Pour contenir ce nouvel accès de vitupération, j'ai acquis 2 livres récents, Jean-Pierre Garnier sur la violence et la ville, Antoine Picon sur l'architecture numérique. Jean-Pierre Garnier, sur les banlieues qui brûlent réellement. L'architecture n'est pas enfermée dans une tour d'ivoire. Mai 68, ce mouvement révolutionnaire mondial, revendiquait une transformation socialiste par la base, anticapitaliste et anti-bureaucratique, l'autogestion avec ses prolongements urbains. Guy Debord disait « La plus grande idée révolutionnaire à propos de l'urbanisme n'est pas par elle-même urbanistique, technologique ou esthétique. C'est la décision de reconstruire intégralement le territoire selon les besoins du pouvoir des conseils de travailleurs, de la dictature anti-étatique du prolétariat, du dialogue exécutoire. À quelques nuances près qui remplacerait par exemple la dictature du prolétariat par l'hégémonie du salariat, et qui rappellerait le passage obligé par une culture critique, la phrase garde pour l'essentiel un sens profond. La régression politique de la gauche des Marseille et Mitterrand des années 80 a inhumé cet espoir et induit avec sa gestion loyale du pire capitalisme, un effondrement qualitatif de l'architecture, camouflé sous l'expansion quantitative de l'hyperlibéralisme. C'est la thèse vigoureuse défendue avec brio depuis des années par Jean-Pierre Garnier, sociologue et lefèvrien libertaire. Dans son livre Une violence éminemment contemporaine, Agone 2010, il évoque le basculement d'une génération de critiques gauchistes dans le maniement de l'ostensoir néo-bourgeois, assaisonné du dévoiement des concepts marxistes qu'ils adoraient hier, mixité, socialité, créativité, dans des versions affadies et consensuelles, faire du monde une cité, la ville compacte qui, tous murs tombés, choisit librement l'être ensemble dans l'espace public et chasse les démons de L'. Écart, le chatoiement multiculturel des populations urbaines dans la ville globale, quand leur préoccupation essentielle est de conserver le régime de classe qui depuis Giscard leur a ouvert si grand ses mangeoires. Jusqu'à la préconisation de la coproduction de la sécurité, par habitants et policiers, lisez l'appel à la délation et l'élaboration des plans masse par le commissaire de police. Nous souscrivons à sa critique vivifiante quand il interroge ces pseudo-chercheurs. Quand donc pensez-vous mettre fin à la propriété privée des moyens de production, cette énorme anomalie éthique ? Pour autant, l'architecture ne saurait résoudre tous les problèmes de la société, notamment ceux de l'inégalité sociale. De la même façon, ceux-ci ne seront jamais totalement dépassés en l'absence d'une niche urbaine empathique et belle. Le quartier des poètes à Pierrefitte a montré que le meilleur urbanisme pouvait aussi tourner au ghetto, si les populations homogènes qu'on y entassait n'avaient ni bon salaire, ni travail, ni éducation, ni la sécurité dont bénéficient les zones résidentielles. En sociologue marxiste tendance bakounine, JPG tente une explication de cette atrophie politique par l'essor d'une couche sociale nouvelle, celle des bobos, employés et cadres, travailleurs intellectuels qu'il postule sans trop le démontrer comme une nouvelle petite bourgeoisie intellectuelle, adhérant par nature de classe à la politique grande bourgeoise en votant socialiste naturellement. Elle poursuivrait ainsi à son profit l'éviction des couches populaires, prolétaires, d'un Paris de l'Est gentrifié vers la deuxième périphérie démunie,
ce qui expliquerait pour une part la violence aveugle avec laquelle les jeunes migrants exclus détruisent leur environnement pauvre et oppressif comme protestation sans perspective politique contre leur exclusion. Si son analyse de la situation des exclus de lointaines banlieues abonde en traits pertinents, un élément à mes yeux primordial y manque: le rôle funeste des conceptions urbaines totalitaires du Corbusier exprimé dans l'Urbanisme 1923, qui a justifié idéologiquement cette ségrégation délétère et cristallisé dans une forme adéquate la ghettoisation engendrée par son principe de zonage. Il y a une filiation évidente entre la politique d'État fondée sur les seules répressions et manipulations électorales de la peur des braves gens, et l'hygiénisme médical et social des classes pauvres, le zonage des SIAM, leur plan panoptique, la Fordisation et la pauvreté formelle de l'architecture du logement et de l'urbanisme des U. Le maître ne passa-t-il pas 2 ans à Vichy pour tenter de vendre son plan voisin de Paris, qui remplaçait les 7 premiers arrondissements par une répétition de gratte-ciel? D'autres éléments d'explication complémentaires de la crise et de l'apolitisme violent des Caïras, outre l'impéritie trentenaire des forces de gauche à les gagner à une politique transformatrice des banlieues, touchent à l'influence des caïds de la drogue ou des islamistes qu'il serait naïf de gommer. L'analyse de Garnier est en fin de compte pessimiste car si cette dichotomie sociale est bien à l'œuvre, le rejet comme petite bourgeoisie de la totalité des nouveaux salariés intellectuels, déjà majoritaires au sein du salariat, bouge toute issue à une solution positive à la crise générale du capitalisme qui est ouverte, sauf insurrection violente puis dictature ultra-minoritaire du prolétariat manuel, position théorique invraisemblable et suicidaire. Pour sortir positivement de la crise, un rassemblement de toutes ces victimes est nécessaire sur une stratégie claire: gagner à la fois les jeunes des cités et les salariés intellectuels à l'autogestion. Si la description de l'effondrement idéologique a quelques traits pertinents, elle procède globalement d'une erreur de diagnostic. Le nouveau prolétaire intellectuel n'est pas un petit bourgeois, quand bien même il n'a su trouver jusqu'ici d'autres théoriciens que les idéologues peu ou prou tombés du gauchisme au marais néolibéral. Il ne resterait plus sinon qu'à maugréer et se plonger chaque semaine dans la lecture innocente du Canard enchaîné. Comme son nom l'indique, le petit bourgeois, selon le bon vieux marxisme, a un statut social ambigu. Il participe chichement à l'extraction de la plus-value mais commerçant, artisan, agriculteur, profession libérale, il est propriétaire individuel de ses moyens de production, il n'est jamais salarié. Le prolétaire, le salarié fût-il intellectuel, vend sa force de travail et produit des marchandises. Si ces dernières sont de plus en plus virtuelles sous forme de services, elles n'en sont pas moins des marchandises qui s'échangent sur le marché. Le vendeur de sa force de travail intellectuelle est exploité comme celui qui travaille de ses mains, même si sa situation est souvent plus douce et son salaire parfois plus élevé. J.P. Garnier commet curieusement la même erreur que les doctrinaires du PC qui rejetaient les étudiants dans la petite bourgeoise en mai 68. Le résultat fut que la droite gagna sa contre-offensive. Pour être sacré prolétaire, il fallait avoir du cal dans les mains. Cela nous a valu l'homme de marbre et Marsay avec l'équipe comme bréviaire théorique. Ces mêmes prolétaires manuels dont le poids spécifique dans le salariat diminue et dont la frange la plus faible s'est mise à voter Le Pen, une autre à suivre peu ou prou les islamistes, ont-ils pour autant changé d'appartenance de classe? Non, il s'agit d'une régression idéologique, d'un retard subjectif, dissolution de la conscience de classe, retrait de la classe subjective à la classe objective, lié à l'effondrement des promesses du socialisme réel comme à la réalisation d'une partie de celle du capitalisme, tant qu'il n'était pas en crise et grâce à l'exploitation du Sud par le Nord. Le flottement réformiste des nouveaux salariés s'explique de la même façon. Leurs revenus jusqu'à présent s'élevaient et la relativisation des promesses miraculeuses de Grand Soir les a jetés dans les bras du PS. Corée du Nord, Chine et Cuba continuent de donner une image détestable du communisme. Le constater ne fait pas de vous un petit bourgeois, plutôt un prolétaire un peu plus lucide. Il n'est même plus certain que le mot d'ordre du communisme à chacun selon ses besoins, de chacun selon ses capacités ait encore quelque vraisemblance théorique. Avec la diminution tangible de l'inégalité des revenus au Nord ou dans les BRIC, les progrès pédagogiques et scientifiques, une fois libérés du mercantilisme, devraient pouvoir continuer de travailler au rattrapage progressif des inégalités génétiques et biographiques. Le mot d'ordre à chacun selon son travail,
pourrait animer suffisamment longtemps la construction de l'utopie réaliste, en écartant tout assistanat démagogique et débilitant qui suppose le maintien ad vitam aeternam des structures étatiques paralysantes quand l'égalité sociale devrait pouvoir s'en passer en étant sécrétée à la source, sous le contrôle direct des salariés. L'élévation du niveau d'instruction du salariat, ses capacités d'analyse nouvelles, entre paradoxalement dans les causes de ce recul bien qu'elle soit en même temps la condition enfin réalisée d'une possibilité inédite de passage à un socialisme autogestionnaire donc viable. Les fils d'ouvriers qui sont de ces nouveaux petits bourgeois, n'ont pas tous gommé les idéaux paternels, mais ils croient plus difficilement qu'on rasera gratis demain et que la solution à tous les maux sociaux, aux aliénations capitalistes, c'est l'embauche de fonctionnaires pour une extension continue des services publics menant doucement au socialisme étatique, in fine sur le modèle de l'URSS. De la même manière que le slogan « La santé n'a pas de prix » pourrait régler l'équilibre des comptes de la sécurité sociale. Pourquoi rejeter dans le camp de la bourgeoisie ces nouveaux prolétaires sous prétexte que leur idéologie retarde sur la situation objective de la lutte de classe ? Sans doute n'ont-ils pas tout à perdre mais leur modeste niveau de vie, leur bagage culturel, quels qu'en soient les travers persiflés par JPG, sont des acquis, utiles à la transformation sociale. La culture, émanerait-elle du centre Pompidou ? Mérite un tri esthétique entre le grain et l'ivraie tel que l'amateur puisse aussi passer par un moment de snobisme et un goût incertain avant d'aiguiser son regard. Pas d'autre issue que le vieux mot d'ordre de Brecht, élargir le petit cercle de connaisseurs en un grand cercle majoritaire. Que ces couches nouvelles du salariat fassent leur propre expérience politique. Et une patience infinie, une chamaille intraitable contre le dévoiement mercantile. L'inquiétude de ces couches de salariés intellectuels, salariés numériques, grandit avec la crise et les rend plus proches d'un divorce avec les lunes de la croissance consommatoire et ininterrompue du marché sans contrainte. L'emploi des cadres est menacé par les délocalisations. Une portion non négligeable des jeunes ingénieurs est sans travail malgré le diplôme en poche cependant que le sarkozysme maintient les retraités au travail. D'autres se suicident à France Télécom. Combien de jeunes architectes peuvent-ils s'épanouir dans un travail créatif et rémunérateur ? Où pourraient-ils trouver réponse à leurs interrogations éventuelles ? Dans la cacophonie de la gauche et ses illusions tribunicistes et corporatistes, ses renvois étatistes, ses vieilles tétanies dogmatiques versus les platitudes socialistes ? Aubry, prête à s'effacer devant DSK, fondée de pouvoir planétaire des marchés. Rien moins qu'évident. La critique sociologique de JPG oublie un autre paramètre important de l'évolution de ces années mitterrandiennes justement pourfendues, l'extension mémorable des fonctionnaires ou assimilés, plus de 5 millions de salariés, 20% du total. Record mondial. Sont-ce des prolétaires ou des petits bourgeois ? À l'évidence leur statut de classe, proche du salariat, diffère cependant de celui des salariés du privé. À l'abri de la principale nuisance capitaliste contemporaine, la menace de chômage, ils bénéficient d'avantages nombreux. Ils ne sont pas titillés par les lois du marché, ni par l'obligation d'une marge à 15% minimum. Leur sort est, plus ou moins, lié aux politiques de l'État capitaliste dont ils sont même à leur corps défendant les agents d'exécution. Dans l'échelon de base des institutions démocratiques, la municipalité, un phénomène nouveau est apparu. La formation d'une couche sociale particulière par la fusion entre quelques élus dominants et la haute bureaucratie municipale en un corps unique, cadenassé dans son conformisme et son parasitisme global, qui mériterait l'analyse des sociologues. Les démolitions de Pierre Fitt les poètes démontrent comment cette caste, quelle que soit sa couleur politique, foule aux pieds la démocratie participative et les autres valeurs dont elle s'affirme le soutien. Pour des motifs électoralistes sordides, l'avis des 800 locataires a été ignoré. 6 ans de pression et de dispersion des contestataires ont conduit au triomphe de la stupidité bureaucratique et à la démolition d'une précieuse expérimentation socio-urbaine. La crise du capitalisme le conduit à empiéter violemment sur le statut privilégié des fonctionnaires, créant les conditions de leur engagement dans les luttes sociales du camp anticapitaliste, et c'est là le trait essentiel de la situation présente. Mais quand ils seront placés devant les perspectives de changement socialiste par l'autogestion, leur attitude risque d'être au moins ambiguë, comme en témoigne dès maintenant le hold-up opéré par leurs syndicats sur la stratégie de la gauche radicale.
Selon eux, l'avenir anticapitaliste passerait par le renforcement des services publics, c'est-à-dire, sous un regard réellement révolutionnaire, par ce paradoxe, le renforcement des instruments de l'État, bras armés du capital. Autre critère à prendre en compte, le rôle du patrimoine fut-il modeste. La possession du logement et de la maison de campagne développe l'idéologie propriétaire et éloigne de la contestation. C'est le calcul de la bourgeoisie depuis Giscard quand il a aidé par des fonds publics l'accession modeste à la propriété, alors qu'il est patent qu'ainsi la ville se détériore. Aux USA, la même politique, les subprimes, a déclenché la crise financière. Les promoteurs immobiliers se contrefichent de la qualité de la ville, de la richesse interne des espaces du logement comme de la catastrophe écologique et esthétique du pavillonnaire ou de l'hyperdensité. Ils ne connaissent que la valeur d'échange, l'hypertrophie exponentielle des prix vers la chute finale de la bourse. La plupart des architectes installés qui devraient être porteurs de la critique de ces aberrations, pour des raisons commerciales évidentes, se taisent. Autre chose est la critique nécessaire de l'idéologie réformiste qui a prise dans ses couches nouvelles, comme elle l'avait déjà en France du siècle dernier dans la frange aisée de la classe ouvrière, tantôt pour gérer loyalement le capitalisme, plus rarement comme force associée à la meilleure esquisse de transformation sociale en 1936, 1945, 1981. Il serait naïf de sous-estimer la pugnacité de la bourgeoisie pour qui le débauchage des experts du camp adverse, anciens mai 68ards ou socialistes type Kouchner, Besson, Rocard, Lang ou DSK, est le b.a.-ba de la défense des privilèges. En bon marxiste critique, il est difficile de faire porter à une analyse de classe un peu simplifiée l'essentiel des dérives idéologiques des 30 dernières années, sous peine de mélanger quelque peu les catégories. La répétition 3 fois par page du terme nouvelle petite bourgeoisie n'amène pas un début de preuve d'un tel statut objectif. On pourrait tout aussi bien décréter l'apparition d'une nouvelle secte, celle des moines d'ordinateur. Plutôt qu'affirmer une pseudo-appartenance à la classe bourgeoise des couches de salariés intellectuels, il serait plus efficace d'analyser le rôle idéologique des appareils d'État, de l'université, relayés par les médias libéraux, Minc, Rothschild, Lagardère, Dassault, Bouygues, patron de presse. La déconstruction des grandes illusions du siècle dernier est nécessaire, pas seulement les relents de stalinisme mais le confusionnisme heideggerien, artificiellement gonflé par des légions de mandarins masquant son essence, l'introduction du nazisme en philosophie, le structuralisme desséchant l'artère historique dans l'explication du monde, le freudisme dont Onfray dit bien son essence littéraire, nihiliste et mythologique, le maoïsme attardé de Badiou, le sionisme comme ultime doctrine coloniale, etc. Ces scories obscurantistes épars empêchent la pensée héritée des Lumières, longtemps dévoyée par le stalinisme, de hisser la réflexion collective au niveau des exigences historiques quand tous les voyants historiques sont au rouge. Le capitalisme a fait son temps, la domination plutocratique n'est plus gérable, la démocratie doit faire un grand bond en avant vers une gestion rationnelle du monde, sous peine d'apocalypse annoncée. Le salariat a désormais les moyens quantitatifs et la capacité intellectuelle, dans sa diversité, de devenir définitivement majoritaire comme classe sociale conscientisée pour faire dépérir patiemment la propriété privée des moyens de production et ses appareils d'État. Il ne lui manque que le projet stratégique, une autogestion qui se préciserait en marchant, dans la confrontation de la créativité populaire aux obstacles du passé. L'autogestion comme moteur d'une reconstruction sensible de la ville. Nous sommes rendus bien loin de l'architecture ? Pas tant. L'essentiel pour la gauche de transformation est de définir son projet. Celui-ci passe nécessairement par l'autogestion et le dépérissement de l'État. C'est la seule voie praticable qu'elle puisse ouvrir, pour un très long parcours, probablement long et difficultueux. Conserver, rapetasser le capitalisme mènerait à une catastrophe économique, financière, écologique, urbaine, seulement un peu retardée. Il n'y a donc pas le choix. Après avoir trouvé les mutations décisives à opérer dans les domaines de l'économie et de la politique, la concrétisation de la société future exige d'avoir expérimenté dans celle qui la précède les voies inexplorées de nouvelles institutions représentatives comme des tests d'édification d'une enveloppe minérale, d'un cadre urbain de la société réconciliée qui soit un puissant appui à son épanouissement. Il s'agit donc de traquer les talents,
de faire appel à des intelligences créatives qui réfléchissent avec indépendance et proposent des solutions dans leur propre discipline, faute de quoi les bévues conduiraient vite à la défaite, à la déception des masses. La tabula rasa mène au totalitarisme, qu'il soit fasciste, stalinien ou corbusien. Si l'architecture ne peut être ravalée au politique ou à l'économique, ce qui est la situation dramatiquement réelle que lui consent aujourd'hui le monde libéral, il convient d'analyser l'histoire propre de la discipline, les expériences mondiales de pointe et d'incorporer fougueusement ces avancées dans le corpus des réformes à entreprendre. On ne peut absolument compter sur la spontanéité des masses populaires pour réinventer 6000 ans d'architecture. Ce serait purement démagogique. L'excellent Lucien Kroll, faisant tenir le crayon d'architecte par ses clients pavillonnaires, les voyait tristement reproduire les modèles Bouygues. La réalisation de l'amorce d'un projet autogestionnaire qui affaiblirait considérablement le recours aux seules règles du marché et de la spéculation, et de leurs corollaires bureaucratiques, posera immédiatement la question de la ville qui devrait accompagner, comme enveloppe physique, la bonne vie rendue possible par les changements politiques radicaux. Les échéances écologiques d'un réchauffement climatique, sans issue réelle au niveau des énergies de substitution, obligeront l'humanité sous peine de disparition à réaménager entièrement son environnement urbain, remplacer partout les gratte-ciel par des cités-jardins, afin qu'ils soient enfin économes, durables, adaptés à la survie. Chance inouïe pour une corporation des architectes qui saurait répondre aux désirs des humains. La contradiction sera évidente entre cette spontanéité probable et souhaitable des masses populaires en effervescence, tout en bas, et la lourdeur de l'appareil technocratique hérité de la société uniquement marchande. L'ouverture à la conception la plus hardie et la fusion des délégués populaires, avec la phalange créatrice de l'institution architecturale, deviendront une ardente nécessité comme ce fut le cas dans les occurrences rares de certaines banlieues ouvrières des années 70-80e, manière de réplique du séisme populaire de mai 68 qu'il faudra bien ressusciter. On peut imaginer les répercussions qu'un tel événement aurait sur l'autonomie de la discipline architecturale. Un gigantesque appel d'air où toutes les cartes esthétiques et sociales seraient rebattues et libérées de l'oppression d'appât bouyguesque selon laquelle le déni n'est pas d'avoir conçu et construit les grands ensembles de la charte d'Athènes, mais d'avoir ensuite dénoncé leurs nuisances. Bouygues peut ainsi démolir ce qu'il avait construit et reconstruire à la place les mêmes bars, un peu plus segmentés, en réalisant de nouveaux profits parasitaires. Un urbanisme économe, débarrassé de l'obsession de la marge, de la misérable ratiocination post-moderne ou sous-corbusienne et de leurs empilements carcéraux, réutiliserait ou découvrirait de multiples pistes formelles d'une architecture empathique, on a le droit de rêver de ce nouveau droit à la ville, et à l'utopie autogestionnaire qui le permettrait enfin. Dans le moindre quartier, la question de la construction d'une maison de la démocratie pour abriter l'activité du comité de quartier souverain, celle dans les grandes villes d'un agora municipal de plusieurs centaines de places pour loger la réunion mensuelle du conseil des comités, donnerait un champ de création à l'amorce de la transformation urbaine, comme la recherche, en place des grands ensembles démolis sur les hubs de la honte construite, d'une mixité fonctionnelle et sociale au sein du même bâtiment grâce à des solutions D'. Architecture inédite et ambitieuse de R+4 maximum, programme enthousiasmant pour une génération d'architectes. La reconquête du territoire des grands ensembles devrait donc s'appuyer sur une grande politique architecturale et sociale. Ce qui manque dans le livre de J.P. Garnier, les propositions programmatiques concrètes d'un gouvernement de la gauche radicale qui mette fin à la ségrégation concrète, au ghetto. Tâche longue et ardue. La première décision à prendre serait d'ordre national et social.
Augmenter le SMIC et les allocations familiales pour ceux qui en ont besoin. Créer le revenu maximum autorisé. Répartir le travail et les revenus aux besoins par la RTT, nouvelle cible d'un développement rejetant la croissance aveugle. Assurer une éducation correcte par une réforme profonde de la pédagogie, basée sur l'informatique et sur l'apprentissage de l'autogestion scolaire. Dénicher des équipes d'architectes capables de libérer leur énergie créatrice pour imaginer des quartiers conviviaux, peu denses, munis de jardins et terrasses plantées, incluant dans le même bâtiment des logements et des activités de proximité. Ils devraient être piétons, ouverts, écologiques, mixtes et beaux s'ils se libèrent des contraintes réductrices de l'entreprise ou de la police, comme l'esquisse en exista dans les banlieues rouges dans les années 70-80, tout en respectant les contraintes économiques de base. Former les maîtres d'ouvrage éclairés qui se battent pour construire ces solutions. Créer, comme ce fut le cas heureux au Poète de Pierrefitte pendant 10 ans, une équipe d'animation sociale de quelques militants, professionnels inventifs, qui constituerait le fer-main d'une reprise en main par elle-même des populations abandonnées, une coordination vivante des différents services intervenant sur ces espaces. Une police de proximité pour éliminer toute tentative d'implantation des gangs de la drogue. Des formations professionnelles accélérées pour les jeunes non diplômés. Une action culturelle de quartier, des fêtes comme il en existait chaque année aux poètes avant leur assassinat. Une pédagogie de la science pour faire reculer les fondamentalismes et autres aliénations. En dehors de ce nouveau souffle politique, on se demande où l'architecture pourrait puiser sa résurrection. Le génie de la génération Tim 10 était d'avoir repris et développé les inventions fulgurantes des organisations d'espace des villas de luxe, notamment chez FL Wright, et de les avoir incorporées dans les HLM de banlieue en dépit de prix plafonds extrêmement réducteurs. On conçoit le manque d'enthousiasme des tâcherons arrivistes pour s'engager dans cette voie héroïque. Culture numérique et architecture. L'excellent livre d'Antoine Picon, Birkhauser, Basel 2010, fait un bilan cultivé, exhaustif et critique de 15 années de déferlement de la conception assistée par ordinateur sur la discipline architecturale dont aucune agence désormais ne peut se dispenser. La vente des logiciels est boostée par le succès médiatique des formes autorisées par ce nouveau média avec ses vedettes, Jerry mais aussi Eisenman, Calatrava, Lipskin, Zaha Hadid, etc. D'autres comme Piano, Nouvelle et nombre d'étoiles de moindre grandeur glissent à leur tour peu ou prou vers les formes organiques, baroques, décoratives ou déconstructivistes qu'autorise la CAO. La jeune génération d'architectes ne pense plus architecture qu'au travers de cet outil, quand bien même les meilleurs maîtres conçoivent toujours par les moyens traditionnels qu'ils avaient maîtrisés jadis. Ainsi Jerry étudie ses projets les plus chers, au moyen artisanal de maquettes en carton et balsa longuement bricolées. Le succès public répond à une attente, à une révolte contre la suprématie du less is more et de la Fordisation orthogonale de Mies van der Rohe et Le Corbusier. Enfin l'architecture pourrait se libérer des règles de la statique et de la rigueur pauvre de la boîte rectangulaire, pour se donner toutes les joies de la ronde bosse en sculpture, plus de limites à l'invention formelle. L'individu, ses tourments, les fracas sociétaux pourraient être directement exprimés dans les bâtiments. La dynamique, le mouvement s'y exprimerait comme jamais. Ricardo Porro y a consacré sa vie, produisant nombre de chefs-d'œuvre expressionnistes bien avant l'invention de la CAO. Cet engouement pour le numérique a un revers. Leur surface gauche semble souvent dictée par le seul souci de la satisfaction visuelle immédiate. Faisant appel aux ressources du calcul intégral et différentiel, les logiciels de modélisation produisent habituellement des séries continues de formes, sortes de flux géométriques ou de films générés au moyen de déformations ou de variations paramétriques. Apicon OC. Le principal intérêt est d'avenir quand l'industrie se mettrait à la fabrication assistée par ordinateur, de l'élaboration de prototypes à la production en série. À la possibilité de réconcilier préfabrication et personnalisation, aux perspectives ouvertes par la robotisation, idée. Ce qui ne manque pas d'éveiller symétriquement à la grande prudence au souvenir des procédés de préfabrication industrielle de logements standards, Camus et Coignet, de sinistre mémoire. L'horreur économique fait peser une menace permanente d'un dévoiement de ces directions nouvelles, et elle ne tient qu'une place euphémique dans l'ouvrage de Apicon.
Il brosse donc les contours de ce qu'il nomme l'architecture numérique. En dépit des limites apportées par les logiciels marchands, elle a ramassé la réflexion aventurée de Deleuze sur les plis, celle de Derrida sur la déconstruction, de Sloterdijk sur les bulles. Elle s'interroge sur la disparition des limites entre sujet et objet, sur la substitution de l'algorithme à l'intuition créatrice, voie de recherche naturellement non interdite mais ô combien périlleuse. L'art numérique s'intéresse aux continuités, aux surfaces, à la peau, à sa décoration, au mouvement plus qu'à la statique des objets et à leur rigueur constructive. Ce foisonnement atteindrait ses limites, car s'il est fondé comme le baroque sur l'individu, l'architecture peut y perdre ses dimensions politiques. Elle évoluera sans doute vers un certain retour au minimalisme, vers un rôle de stabilisation, de refuge. Face au fourmillement insaisissable de l'information, vers un nouvel équilibre entre les continuités, le formalisme infini du numérique et le maintien des structures tectoniques et de la mémoire. Abordant les problèmes de la ville numérique, le propos devient plus flou, sans être étayé par un algorithme quelconque. Le numérique accélérant les mouvements pousserait à l'abandon de structures physiques et de mémoire, mais on constate l'inverse, on n'a jamais eu autant besoin d'infrastructures physiques dans les villes. Manhattan et la City prennent une nouvelle importance. Peut-être est-il exagéré de tout expliquer par le numérique, la spéculation financière rendant mieux compte de cette tendance à la surdensification rendue largement superfétatoire par le travail en ligne. Le numérique tendrait à produire une ville d'individus, à moins encore une fois que ce soit le mode de production lui-même qui soit mis en cause par l'aliénation qu'il secrète. Le morcellement entre individus ayant perdu toute conscience collective, isolés, formatés par les médias, la publicité, l'encadrement par l'état du capital qui les nivelle en entités conformes, toutes pareilles, sous le rideau de fumée d'une autonomie prétendue, résidu autorisé par les dominants. On confond l'outil dont la manipulation amplifie ces tendances avec l'essence du phénomène, le mode de production, la propriété privée des moyens de production, concept tabou. L'affirmation suivant laquelle la satisfaction des sens l'a emporté sur les rêves de surveillance panoptique, paraît bien aventurée, malgré un détour obligé par la dérive de Bordienne, surtout si on tient compte de cette remarque, les protocoles d'interaction, numériques et urbains, sont généralement conçus de toutes pièces au lieu d'apparaître comme le produit de processus spontanés de l'auto-organisation sociale. Avançant l'idée de la ville comme territoire où se produisent des événements, qui se substitueraient aux cloisons et aux murs qui perdent une partie de leur signification, on en vient malgré tout à l'essentiel. Les phénomènes les plus imprévisibles sont souvent basés sur des processus de calcul. Les marchés financiers et leurs produits sophistiqués fondés sur des formules mathématiques constituent probablement le meilleur exemple de cette situation. Bien que rétrospectives, les crises qu'ils ont traversées ont pris tout le monde par surprise, sauf les marxistes critiques et impénitents. La naïveté du propos est réjouissante. La ville comme succession d'événements réduit sa fonction à celle du marketing artificiel, lui faisant abandonner d'un coup son rôle fondamental de deuxième corps de l'humain, portant son caractère historique, son processus de transcendance relative, jamais achevé. Le corps collectif et minéral de l'homme, la ville, correspond à sa structure ondulatoire, collective, contradictoire et simultanée au corps individuel et organique, enveloppe de son caractère corpusculaire. Bien conçu, il la module heureusement. Privilégiant la valeur d'échange à la valeur d'usage, il la traumatise. Le marketing se retrouve au contraire dans la place excessive consentie à l'ornement, à la peau du bâtiment par la conception numérique. Il épaufre la pointe des contenus transformateurs portés par les attracteurs étranges du chaos cosmique, aléatoirement ciblés sur la bonne vie rêvée par les philosophes. On ne s'étonnera pas de la référence de l'auteur au thème de la fin de l'histoire de Fukuyama, omettant l'autocritique que celui-ci a formulée après son échec à prévoir la crise de 2008. La ville traditionnelle était déjà peuplée d'événements, consent cependant à Picon, mais ils étaient contrebalancés par beaucoup de résistances, à commencer par celle des espaces et des objets bâtis. En accent aigu interprétant ces derniers comme de purs médiateurs, nous avons eu tendance à affaiblir leur capacité à jouer leur rôle de stabilisateur de la vie et de l'expérience urbaine. Dont acte. La pensée réellement intéressante sur la ville est celle de Françoise Choët dans son concept de ville proxémique, qu'elle oppose à la ville prothétique,
celle de la prothèse des réseaux de desserte, utile mais à la condition qu'ils n'envahissent pas la logique d'une urbanisation sensible et calculée, au service de l'homme total des philosophes ou plus simplement des citoyens en mal d'utopie heureuse. Elle rejoint la pensée fulgurante du libertaire Wright et de ses Broadacre Cities, ces unités de voisinage suivant une logique empathique, solidaire et non technocratique, mixte, largement autosuffisante, organiquement complexe, à l'échelle humaine, paysagée, architecturée, peu dense, piétonne et bien desservie par les autoroutes, les trains, les câbles électriques, les réseaux d'assainissement, téléphonique, de ramassage des ordures, de distribution du courrier mais protégée de leurs nuisances technocratiques. Ajoutons les équipements publics autogérés de quartier, qui servirait de relais entre une famille évolutive et un État en voie de dépérissement. Loin de la liquidité conceptuelle, cette approche s'apparente au constat de Van Eyck, membre précieux de Tim 10. Une feuille est un arbre et un arbre est une... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.